Le thème est effectivement le même que le thème de l'ONU-SIDA, cette journée mondiale du sida, solidarité mondiale et responsabilité partagée. Avant de commencer l'événement, vous allez me permettre de faire quelques petites choses importantes et je demanderai donc à Claude de partager son écran avec nous, puis nous allons suivre ça. Alors, Maison Plein Cœur, nous tenons à souligner que Maison Plein Cœur est située en territoire autochtone non cédé du nom de Tiohtià:ke, lieu de rencontre des Premières Nations, dont les gardiens traditionnels sont les Kanien'kehá:ka, qu'on connaît ici comme étant les Mohawks. Par ailleurs, le racisme systémique et le colonialisme sont des réalités bien documentées et Maison Plein Cœur les déplore. Nous sommes conscients de la discrimination que subissent les personnes marginalisées, que ce soit le racisme envers les Autochtones, les Noirs et tous les groupes racialisés, la xénophobie, l'homophobie, le sexisme, la transphobie, la criminalisation et la stigmatisation du VIH, la répression du travail du sexe. Nous croyons que toutes les formes de discrimination sont liées et qu'on doit les combattre. Toutes. Maison Plein Cœur maintient son engagement à lutter contre le racisme et la discrimination. En cette journée mondiale du sida, nous voulons prendre une petite minute de silence à la mémoire de ceux des 30 quelques millions de personnes qui en sont décédées et les autres qui en souffrent encore dans le monde et tous ceux qui sont touchés par cette maladie de près et de loin. Une petite minute de silence donc avant de commencer. Merci tout le monde. Alors, je m'appelle Denis Martin Chabot. J'ai l'honneur d'animer cette discussion ce soir avec des gens super intéressants. Je vais juste commencer par vous donner quelques petites instructions à savoir comment va se dérouler cette soirée. Alors, d'abord, c'est un événement public. Toute personne est invitée à y participer. Il y aura des moments où vous pourrez prendre la parole et poser des questions ou faire des commentaires. Et nous allons vous demander d'indiquer dans la section clavardage euh, le chat, si vous préférez, que vous voulez prendre la parole. Indiquez un sommaire de votre question ou commentaire et, si vous le désirez, nous activerons votre microphone et votre caméra selon que vous voulez ou non apparaître à l'écran. C'est à votre discrétion. Et si vous voulez aussi prendre la parole ou vous préférez peut-être que quelqu'un d'autre lise votre question, il n'y a pas de problème, ça sera fait. Cet événement sera enregistré et nous allons diffuser l'enregistrement sur nos plateformes Facebook, YouTube, pour que le plus de personnes puissent en bénéficier. Alors, si vous n'êtes pas d'accord pour être filmé, de toute façon, présentement, seules les personnes qui sont sur le panel sont les personnes qu'on peut voir. Et si vous ne voulez pas être vu, comme je vous le dis, vous n'avez qu'à l'indiquer lorsque vous voulez poser une question et nous n'allumerons pas votre caméra et vous pouvez même ne pas avoir à intervenir. Ariane pourra lire votre question ou votre commentaire. Le logiciel qu'on a présentement permet uniquement aux panélistes et à l'animateur d'apparaître à l'écran. Tous les autres participants ne sont pas visibles. Si vous voulez vous faire identifier, vous n'êtes pas être identifié, je vous propose de changer votre pseudonyme. Vous le faites en cliquant sur les trois petits points en haut à droite de votre image et vous pouvez changer, vous pouvez vous renommer si vous le voulez. Et si vous avez des questions ou commentaires, comme je vous dis, lorsque vous indiquez dans le chat, indiquez que vous préférez que quelqu'un dicte la question ou fasse le commentaire pour vous.
Dernier point, nous voulons donc avoir une discussion dans la bienveillance et toute opinion, même divergente, sera respectée. Par contre, les propos agressifs, intolérants ou discriminants ne sont pas permis et nous nous réservons le droit d'évincer des personnes, le cas échéant. Sur ce, ben, nous allons commencer notre discussion aujourd'hui. J'aimerais peut-être qu'on fasse un petit tour de table auprès de nos panélistes aujourd'hui. Alors, moi, je vais aller avec l'ordre que je vous vois à l'écran. Ça n'a rien à voir avec l'ordre que vous voyez à l'écran, c'est comme ça Zoom. Alors, la première personne qui est en haut à gauche pour moi, c'est Claude Lalande. Oui, bonjour. Moi, c'est naturellement Claude Lalande. Je suis un homme gay vivant avec le VIH diagnostiqué en 1996. Euh, j'ai connu les premières trithérapies et puis je connais maintenant la, la vie avec le VIH comme une personne aînée. Et je suis, depuis septembre, le président du conseil d'administration de Maison Plein Cœur. Merci, Claude. Et la personne qui se trouve sur mon écran à ma droite, c'est Mathie Bombardier. Mathie. Allô tout le monde, moi c'est Mathilde, donc j'utilise le pronom IEL. Je suis une personne non-binaire et je suis à la direction du portail VIH-Sida du Québec. Et ça me fait très plaisir d'être là ce soir avec vous. Merci, Mathie. Et puis l'autre personne qui est donc, je fais le tour ligne par ligne. Alors, Joseph Jean-Gilles, c'est à toi. Et Joseph Jean-Gilles, je suis directeur de GAPVI. Et je suis séronégative, mais je dirais j'accompagne les personnes vivant avec le VIH depuis 1995, et notamment les personnes issues de l'immigration d'Afrique, d'Haïti et des autres pays à GAPVI. Je suis directeur de GAPVI. Voilà. Merci, Joseph. Et Oui. puis Sylvain Baudry. Salut tout le monde. Mon nom est Sylvain Baudry. Je travaille en milieu communautaire VIH depuis 12 ans et maintenant je suis à la COCSIDA comme coordonnateur de recherche sur l'index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et coordonnateur aussi de la recherche Heads Up sur les troubles neurocognitifs associés au VIH. Voilà. Merci. Merci, Sylvain. Vous voyez des noms qui ils n'ont pas mis leur image, mais il y a Didier Leroy et Ariane Beauregard qui sont tous les deux intervenantes à Maison Plein Cœur. Et ils sont là pour nous aider un peu à gérer les discussions. N'hésitez pas s'il y a des choses dont vous voulez parler, ils sont là pour ça. Et la personne qui apparaît sous le nom sous le logo de Tom, c'est Chris Lowe, qui est le directeur général de Maison Plein Cœur. Il va vous adresser la parole à la fin de la rencontre. Moi, j'ai oublié de me présenter, Jenny Martin-Chabot. Je vis avec le VIH depuis 2004. Je suis présentement coordonnateur au développement à Maison Plein Cœur et je fais plein d'autres choses, mais si je commence à me présenter, on en a pour 1 heure. Alors, on va laisser ça un petit Bon. comme ça. Alors, ben, merci tout le monde d'être là. Nous avons donc décidé de reprendre le thème aujourd'hui de l'ONU-SIDA, solidarité mondiale et responsabilité partagée. Alors, je pense qu'on va commencer par une espèce de portrait général. J'aimerais lancer la question à nos panélistes. Quel portrait dressez-vous aujourd'hui de la pandémie du VIH dans un contexte international, celui de 2020, et en incluant celui de la pandémie de la COVID-19? Allez-y. Ben moi, je suis une personne de chiffres, de formation. Alors, je regarde les statistiques en ce moment de la COVID et puis je regarde les statistiques de personnes qui vivent avec le VIH maintenant. Et puis, on parle d'un ordre de grandeur pas si différent que ça, même en 2020. Il y a 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Des personnes infectées par la COVID, c'est rendu à 60 millions, je crois. C'est qu'on est, on n'est pas si loin que ça en ordre de grandeur. Et puis, le nombre de morts, c'est
encore 700 000 personnes qui meurent des suites du VIH l'an dernier. On n'a pas les chiffres de cette année encore. C'est pas si loin que ça du nombre, mais il y en a moins qui meurent. Là. Donc, on a des traitements, on a quand même fait du progrès, mais on n'a pas encore, même du point de vue traitement et médical, vaincu le VIH, même si c'est beaucoup mieux. Alors, je partirai la discussion là-dessus pour les autres. Et je suis vraiment d'accord avec ce que vient de dire Claude. Effectivement, on dirait qu'on est à un moment intéressant aussi dans la lutte contre le VIH parce que on dirait que pour la société, c'est comme la fin du VIH, puis de la fin de la lutte. Mais parce que oui, on a des traitements, oui, on parle de donc indétectable égale intransmissible. On a des avancées scientifiques qui sont quand même vraiment intéressantes et importantes pour la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi ce qui manque en termes d'accès à ces technologies-là, d'accès au traitement, à des conditions de vie qui soient acceptables. Et si je peux me permettre de faire le lien avec la COVID-19, c'est que les communautés finalement qui sont les plus vulnérables à la COVID-19 sont aussi les communautés qui sont les plus vulnérables au VIH parce qu'elles sont marginalisées dans la société. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler ce soir, mais la stigmatisation est encore énorme. Puis, il y a des barrières structurelles qu'il faut adresser pour qu'on se dise qu'enfin la lutte avance vraiment. C'est vrai, on a l'impression, quand on vit au Québec, on a l'impression que ça va mieux, mais pas tout à fait mieux dans le sens que je dis que même dans les pays riches, l'accès aux soins n'est pas nécessairement accessible à tous. Et le portrait que je dis tout le temps, s'il y a certaines nouvelles technologies de la prévention qui sont probablement disponibles au centre-ville de Montréal, qui ne le sont pas dans les quartiers nord-est de Montréal. Quand je parle pas, je parle de Saint-Michel, je parle de Montréal-Nord, je parle un peu de Villeray un peu. On dit qu'il y a beaucoup de choses aussi. Donc, je pense aussi, quand on parle d'accès aux soins, la PrEP comme telle n'est pas très, très offerte aux personnes hétéros. Ils ne sont pas très, très connus aussi dans certains milieux. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même certaines inégalités qu'on peut dénoter quand on parle d'accès aux soins, même dans un pays comme le nôtre. Ouais, c'est vrai. Et puis, j'ai commencé ma journée, moi, en lisant le communiqué de presse ou la lettre de la présidente de la Société internationale du sida. Et elle faisait mention justement des complications que la COVID a apportées dans les pays du continent africain surtout, mais sur l'accès aux soins, l'accès à la médication, il y a eu énormément d'interruptions de traitement à cause de la COVID. Elle estimait que 85% des programmes de lutte contre le VIH ont été affectés et interrompus durant cette période, ce qui est quand même assez important. Ces informations-là donnaient aussi accentuaient la différence entre les personnes vivant dans les zones urbaines et les zones rurales. Déjà que l'accès aux médicaments est difficile pour les personnes vivant dans certains pays. Donc, en zone urbaine, imaginez la zone rurale, j'imagine que l'accès est quasi impossible. Et puis, elle soulignait aussi que c'était encore les mêmes communautés, les mêmes populations qui étaient affectées par la COVID, étant les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les personnes injecteurs de drogues injectables, et travailleurs du sexe et les transsexuels.
Par ailleurs, j'ai aussi début novembre assisté, puis je crois que Mathieu aussi a assisté à la conférence Afravi. Et je ne sais pas quelles étaient tes réactions face à ce que tu as pu assister et voir comme présentation. Mais le contexte étant que c'est fou qu'on ait aussi différents et que les enjeux sont complètement ailleurs. On ne vit pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes préoccupations. Et il y a des thèmes qui m'ont vraiment choqué, là où encore certains pays qui ont que le fait d'être homosexuel est passible de la peine de mort. C'est encore assez difficile à ce moment-là de pouvoir parler de VIH et de rejoindre la population. Et qu'il y avait une augmentation, par ce fait même, il y avait une augmentation de la violence faite aux femmes parce que les gens étaient forcés d'entrer dans des relations hétérosexuelles ou hétéronormatives pour sauver la face et sauver sa peau. Et bref, il y a encore énormément de progrès à faire dans ce sens-là. Et je crois que pour faire le lien avec ici, ben, on a plusieurs avantages qu'eux n'ont pas et que le travail de solidarité serait aussi peut-être d'aider, de soutenir les pays en demande. Je vais juste, oui, je vais t'interrompre rapidement, Oui. Sylvain, parce qu'il y a une personne qui va s'ajouter et qui pourrait peut-être aussi nous éclairer sur cette question-là. Nous avons la chance d'avoir avec nous Gary Lacasse, qui est directeur général de la Société canadienne du sida, qui a aussi été directeur général de Maison Plein Cœur. Je ne sais pas si tu peux nous le upgrader, mon cher Chris. Upgrader. Ouais, voilà. Alors, je vais attendre que Gary soit connecté. Tu voulais, voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose tout de suite, Mathieu, avant que je donne la parole à Gary? Oui, c'est ça. Oui. Bonjour, Gary. Bonjour. C'est un plaisir de te voir. Merci. Donc oui, je trouvais, c'était pour rebondir un peu sur ce que disait Sylvain sur les femmes. On en parle très peu, les femmes vivant avec le VIH. On voit même au travers du Québec et du Canada qu'il reste très, très peu de groupes qui perdent les uns après les autres leur financement. À Montréal, on a la chance d'avoir encore CASAM, puis d'autres organismes comme Gavi notamment qui soutiennent les femmes. Mais je trouve ça vraiment intéressant de voir justement les femmes vivant avec le VIH comme étant à beaucoup d'intersections finalement. Parce que je trouve que les personnes qui naissent femmes, puis qui sont sociabilisées comme femmes, je vais m'inclure là-dedans aussi, mais sont peu enclines à aller chercher du soutien. Donc, vont moins être socialisées et puis moins faire appel aux organismes. Donc là, je pense que par rapport au nombre de femmes et de personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, mais de genre surtout, mais qu'on rejoint dans nos organismes, je pense qu'il y en a énormément qu'on ne rejoint pas. Parce que je pense que c'est ça quand on est femme, mais naître, et pas forcément que être, mais on a peu le réflexe d'aller chercher de l'aide. On est plus la personne qui donne les soins, puis qui doit être résiliente, puis qui doit... et j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ce cas-là qui prenaient tellement soin des autres, mais qui n'osaient pas ou qui ne prenaient pas la peine de le faire pour elles-mêmes. Donc, quand on ajoute des intersections comme les femmes racisées, les femmes autochtones, les femmes racisées utilisatrices de drogue, et malheureusement, les couches de stigmatisation s'ajoutent puis éloignent les personnes des soins et des espaces de sociabilisation dont elles auraient besoin. Merci, Mathieu. Bonsoir, Gary. Bonsoir. Alors, je pense que tu voulais intervenir. On t'écoute. J'aime beaucoup ce que Sylvain et Mathieu ont dit. Je ne discrédite pas du tout les autres choses, mais on a frappé le clou sur la tête en disant pour les GBMSM, les hommes gays. Et puis, je dirais, parce qu'en situation rurale au Canada, c'est aussi pire que n'importe où au monde. On a une naissance positive au Nouveau-Brunswick il y a 3 mois. Le bébé était sidatique le mois dernier.
Fait qu'imaginez, on est au Canada, là, puis on a du monde qui meurt du sida à travers le Canada à toutes les années. On a à peu près au-dessus de 100 à 300 cas documentés de conversion au sida au Canada. Puis on a du monde qui meurt dans les soins palliatifs à Saskatoon à toutes les semaines du sida. Fait que c'est pour démontrer, puis qu'est-ce que je trouve intéressant avec la COVID, c'est pas intéressant, mais ça l'a mis en évidence les inégalités sociales qui existent, puis les ont mis paf dans la face de tout le monde. Quand on a vu au début de la pandémie COVID-19, on voyait tout le monde qui était des utilisateurs de drogue injectables mourir à une rate fulgurante au début de la pandémie. Puis les gouvernements sont lents à réagir. Vancouver vient juste de passer le vote, une loi pour la légalisation des drogues dures. Fait que c'est comme pour possession simple. Il faut arriver là si on veut sauver les meubles, mais il faut aussi arriver que le VIH soit remis à sa juste valeur. Puis les personnes vivant avec le VIH à leur juste valeur aussi. Puis Sylvain, tu sais comment je t'admire, tu dis la vérité, ça choque des fois, mais tu sais, ça fait 15 ans qu'on se connaît, là. Puis c'est ça qu'il faut. Puis les programmes de femmes, on est en train de monter un dossier pour faire un financement pour avoir un comité consultatif femmes au Canada. Parce qu'il n'y a rien. On est dans le désert, dans le néant. Fait que, puis, c'est vraiment là. Puis l'autre affaire, c'est le dépistage. On n'a pas accès au dépistage. C'est ridicule de dire que parce qu'on voit qu'il y a tellement de cas de cancer qui n'ont pas été diagnostiqués, puis on ne parle pas de ceux qui ne sont pas diagnostiqués pour les TSS. C'est du jamais vu, là. Puis on voit on a eu 11 cas dans une semaine à Regina de VIH. Tu sais, fait que ça existe. Le monde n'a pas arrêté d'avoir du sexe, là. Je vous l'annonce peut-être, là, mais on n'a pas... Tu sais, les Glory Hole en Colombie-Britannique, ça a l'air qu'ils ont été assez occupés. Mais on sort des chiffres que le VIH est en baisse en Colombie-Britannique. Mais c'est à cause qu'on n'a pas de données probantes. Mm-hmm. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que je rejoins beaucoup ce que tout le monde dit. Mais sauf que on est un groupe, je vais vous dire d'une bonne nouvelle, on est un regroupement présentement qui travaille acharnement à faire de l'advocacy avec le gouvernement en ce moment. On est des groupes nationaux, provinciaux et locaux qui, à travers le Canada, qui sont en train de faire des pressions au gouvernement pour augmenter l'enveloppe budgétaire du VIH à la hauteur de à peu près 123 millions par année. Parce que voilà. C'est ça qui arrive quand on travaille en anglais, hein? On parle en anglais. C'est que le Standing Committee on Health du gouvernement parlementaire, unanimement, ont voté que le VIH seul devrait avoir une enveloppe budgétaire de 100 millions. Fait qu'imaginez, qu'on demande 123 millions pour le VIH avec les 100 millions qui manquent et tout ça. Fait que portez attention aux campagnes qu'on va sortir bientôt, puis tout ça, mais je suis ravi d'être ici, en tout cas, avec mes Québécois. Je suis ravi. Joseph, bonjour. Puis tout le monde, ça Bonjour. fait du bien de vous voir. Fait que merci beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui bougent. J'ai fait beaucoup de relations de presse aujourd'hui. Puis j'ai cru comprendre une volonté de nous laisser parler plus que jamais. Fait que ça, c'est le fun, puis c'est intéressant. Fait que continuons notre bataille, puis continuez d'être qui vous êtes. Merci. Ça fait du bien. Oui, vas-y, Jean-Joseph, oui. Oui, Gary, quand tu parles la COVID nous montre carrément qu'il y a de nombreuses failles dans notre système de santé, notamment au Québec, là, parce que c'est au Québec que nous vivons actuellement. Mais aussi, il y a une certaine réalité. Et quand on parle de réalité de dépistage, c'est la même chose qu'on vit à Montréal pour le dépistage aussi. Quand on regarde que moi, si je veux faire une bonne référence pour un dépistage,
Si je dois le faire au centre-ville, ce n'est pas au CLSC d'à côté que je veux le faire. Et surtout, le CLSC d'à côté, il va toujours, on ne peut même pas faire un suivi. Il n'y a pas d'interface entre le communautaire, en tout cas, là, avec le système de santé comme tel, quand on veut faire une bonne référence, etc. Pas quelques hôpitaux, qu'on peut les nommer, qui sont très ouverts à travailler avec le communautaire, mais quand on regarde le CLSC, qui est notre voisin immédiat, qui a une approche populationnelle, c'est pas là qu'on a les meilleurs alliés non plus. Non. Ben, je vais dire à Gatineau, où est-ce que j'habite, moi, c'est pas mieux. C'est encore pire. Je veux dire qu'on ne peut pas se faire dépister si on n'est pas symptomatique. Fait que c'est... Imagine, là. Mais sauf que j'ai des bonnes nouvelles. Pour les organismes communautaires au Québec, je vous lance un tuyau. On va avoir à peu près 800 kits de dépistage disponibles. Fait que si vous en voulez, lâchez-moi un courriel, je vais en avoir. Je vais avoir une centaine de kits de dépistage maison. Fait que si vous en voulez, appelez-moi aussi. Puis je vais vous en envoyer. Fait que, puis parce que la semaine de dépistage qu'on a juste terminée n'a pas été un franc succès. Ça a été un succès pour la campagne en réseaux sociaux, mais dépistage, il n'y en a pas eu beaucoup. Fait que les kits qu'on a eu de Biolytical, on les a dans nos bureaux la semaine prochaine. Fait que si vous en voulez pour des offensives de dépistage locaux, appelez-moi, je vais vous en envoyer. OK? Puis ça va me faire plaisir, mais il faut s'entretenir. Mais qu'est-ce que tu dis, Joseph? C'est vrai, parce qu'on n'a pas de service. Qu'est-ce que le COVID-19 a démontré? C'est que notre système de santé est malade, est vraiment malade. Puis c'est ridicule. Moi, j'ai eu le COVID au mois d'avril, et puis je deal encore avec... Je ne peux même pas avoir mon angioplastie avant le mois prochain. Puis j'attends depuis 2 mois pour une angioplastie causée par la COVID. Fait que c'est tout un cercle vicieux. Fait qu'imagine quelqu'un qui rentre dans le système de santé qui vit avec le VIH. Ouais. C'est ridicule. Mais au moins, on a les organismes communautaires qui sont là, qui accompagnent, puis on sort l'information avec le portail, avec la Coxida, avec les groupes eux-mêmes qui font un travail acharné pour y arriver. Fait que, bravo. J'aimerais vous ramener juste avant parce qu'on a commencé à parler de la situation nationale, mais j'aimerais ça qu'on reste un petit peu à l'international parce qu'on a vu pendant la COVID des choses qui nous signalent que, comme on a dit tout à l'heure, que les pays riches, ça va bien mieux que dans les pays pauvres. Puis excusez-moi, j'utilise ce terme, mais je pense que c'est un terme qui dit ce que ça a à dire. Et est-ce que l'hémisphère nord en fait assez? Est-ce qu'on partage assez avec les gens qui en ont beaucoup moins que nous? Par exemple, ou encore, est-ce qu'on est pris aussi avec des leaders populistes mondiaux qui, en fait, sèment la bisbille partout? Je vous rappellerai les incidents notoires des Américains qui volaient des masques à la France, au Canada. Et là, on s'en va avec une histoire de vaccins et je ne serais pas surpris que les Américains commencent à voler les vaccins de tout le monde pour la COVID. Alors, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'on peut faire quelque chose quand on a un belligérant aussi puissant et aussi détestable que ça? OK, là, je suis peut-être un peu mouillé en disant détestable, mais disons belligérant. Bon. Moi, je pense aussi il faut interpeller nos dirigeants aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de complaisance de la part de nos dirigeants quand on regarde toutes les relations internationales que le Canada a avec certains pays. Et puis ces mêmes dirigeants, ce sont des dirigeants, je disais, mal foutus, là, genre de personnes qui sont irresponsables, puis des dictateurs et tout. Là, ils sont en contact. Pourtant, c'est des vrais partenaires, des vrais partenaires du Québec. Je pense au niveau international, du Québec et du Canada. Il faut aussi apprendre à faire pression, nous, si on veut que ça change au niveau de nos dirigeants, tant au niveau Québec qu'au niveau Canada. Parce que très souvent, on dit oui, c'est des dictateurs, mais on oublie souvent que nos élus ont de bons rapports, des bons contacts avec ces gens-là.
Puis aussi, il y a la place des gouvernements passés, comme les gouvernements du Canada, qui a été évacué. Là. Bon, je mentionnerai un peu Harper en passant pour l'écorcher, mais il s'est retiré beaucoup de l'aide internationale. Et puis, cet espace-là qui a été évacué, ça a été par qui? Ben, par les évangélistes américains qui sont allés recoloniser beaucoup de pays et leur a fait faire un virage homophobe, sérophobe et toutes sortes de phobes euh, de façon à faire un recul assez important dans cette espèce de contact qui s'établissait entre le Nord et le Sud. Alors, j'en profite, encore une fois, je vous fais une petite surprise, mais c'est parce que c'est arrivé comme ça. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait apporter ses lumières là-dessus. C'est notre ami Ken Monteith, qui est de la Coxida. Et puis, justement, Ken parle de ces doses de vaccins, parce que le Canada en a acheté pour à peu près 5 fois sa population. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces doses-là? Est-ce qu'on va contribuer? Ken, vas-y, je te laisse aller là-dessus. J'ai manqué un bout parce que quand on est promu à panéliste, ça coupe. Mais Je vais la donner question... sur les vaccins, justement, parce qu'on a acheté, comme je pense, 5 fois le nombre qu'on a besoin. C'est ça. Mais je commence à m'inquiéter. Est-ce que je me fais vacciner au prix de savoir que je prends le vaccin de quelqu'un dans un pays moins riche que nous? Est-ce que, donc, on se dote de 5, 6, 7 fois le nombre de doses qu'on a besoin, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les pays moins riches? Je me rappelle d'une réflexion, une fois j'étais dans une conférence et on posait la question, s'il y avait une cure pour le VIH, est-ce que tu le prendrais? Et moi, j'avais la réaction que je vais le prendre quand c'est disponible pour tout le monde. Parce que... alors, donc, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Donc, je suis entièrement capable de m'isoler comme je fais. Je ne m'expose pas au risque. Est-ce que je peux attendre un peu que d'autres personnes dans le monde aient un accès au vaccin aussi? Moi, je vais me permettre quelque chose qui est relié à ça, qui est relié au VIH. En 2008, je me suis rendu au Rwanda pour faire un reportage sur les médicaments. Le Canada, à l'époque, envoyait de la trithérapie, dont le nom ne me revient plus, mais c'était Apotex qui faisait la trithérapie. C'est un médicament qui était un médicament générique, qui n'était pas permis au Canada, mais on le faisait pour des raisons humanitaires. Et les grandes pharmaceutiques avaient réussi à convaincre Harper d'interdire ce médicament qui allait être fabriqué en Inde dans des conditions peut-être moins optimales que les nôtres. Le Canada a quand même de très bonnes usines pour les médicaments. Et quelque part, je me dis, et je regardais ça, je me dis, mais on n'a pas une responsabilité. Tu sais, nous, on est capable d'avoir des médicaments, on peut y aller, eux, non. Et ce médicament était très approprié. Le Rwanda est un pays qui avait pratiquement réussi à stopper la propagation du VIH, et je ne sais plus ce qu'ils sont rendus maintenant. Oui. Toujours un gros débat, mais un gros conflit entre les profits des grandes compagnies pharmaceutiques et Apotex. Ça peut être des produits génériques, mais c'est une grande compagnie pharmaceutique aussi. Oui. Tout à fait. Je pense que ça a été acheté par Novartis, si je ne me trompe pas, depuis quelque temps, oui. Et puis, qu'est-ce qui est très déplorable, c'est le fait aussi qu'on utilise les habitants de ces pays-là comme cobayes pour tester certains médicaments, comme ils l'ont fait dans la période avec les pilules anticonceptionnelles ou bien des choses qu'on a testées dans des pays comme Haïti ou bien dans les pays africains. Et même quand on pense que dans les années 70-60, où le DDT était interdit dans les grands pays, alors que dans des pays comme Haïti, etc., et tout,
on l'utilisait pour purifier l'eau, par exemple. Donc, c'est aussi déplorable que ça. Et Et en effet, je ne crois pas que maintenant... Non. Écoute, J'aurais une question pour les panélistes, moi. Oui. J'aurais une petite Vas-y. question. D'après vous, quels seront les grands changements immunitaires dans le monde suite à la COVID-19? Mhm. Parce De que mon côté, je crois que oui, qu'il va en avoir. Vas-y, Mathieu. Oui. de mon côté, je pense que les grands changements qu'il va y avoir, et en tout cas je l'espère, si jamais on arrête d'être dans un monde capitaliste et etc. Mais c'est quand même qu'on réfléchisse collectivement à l'accès aux soins qu'on donne aux personnes. Comme Mhm. on a vu que pendant la COVID, le Québec a rendu disponibles les dépistages pour tous gratuitement, que les soins COVID, si je ne me trompe pas, sont couverts aussi, quel que soit le statut. Donc, comme je pense qu'on est capable, en tant que province/pays, de rendre, de donner accès à une couverture sanitaire universelle, mais vraiment universelle. Parce que comme j'ai l'impression que le Québec est comme waouh, mais tout le monde a accès à la RAMQ, mais c'est pas vrai. Et puis je suis une personne vraiment très privilégiée, mais je suis au Québec depuis 3 ans. J'ai jamais pu me faire dépister parce que ça coûte 700 $ si je veux, parce que j'ai pas le droit à la RAMQ comme je suis résidente temporaire. Et donc, imaginons toutes les personnes qui n'ont pas accès à l'information, qui n'ont pas accès aux tests de dépistage. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des réflexions à avoir sur les couvertures sanitaires, mais surtout, ça s'applique au dépistage. C'est terrible en ce moment. C'était terrible avant la COVID, il ne faut pas se mentir. Puis là, c'est encore pire. On a des personnes qui nous appellent au portail parce qu'on a une carte des sites de dépistage, puis comme qui n'arrivent pas à avoir des rendez-vous. Les cliniques ne répondent pas, ou alors c'est très cher, ou en tout cas, c'est inaccessible. Puis ça, c'est vraiment grave aussi. Donc, comme qu'au Canada, alors qu'on nous martèle, connais ton statut, que ce soit impossible de le connaître. Tout à fait. Ouais, c'est assez effrayant de voir que... puis ce qui m'agace aussi, c'est pour faire bonne figure, nos gouvernements vont envoyer de l'argent. On contribue au Fonds mondial contre le sida, mais on n'en sait jamais plus que ça. Ça s'arrête là. On ne sait pas qui reçoit l'argent vraiment, où l'argent est envoyé, puis elle sert à quoi cet argent-là. Ça serait le fun de pouvoir avoir un lien ou quelque chose, d'avoir des rapports. Je ne sais pas, ça peut-être que ça existe, c'est moi qui est ignorant, mais je trouve qu'on n'en sait pas assez encore pour ça. Peut-être qu'on ne se mêle pas de ça parce qu'on se dit, bon, on envoie de l'argent, fait qu'on est bien, puis ça nourrit notre ego, puis c'est correct comme ça. On n'en voit pas plus que ça. On n'en veut pas plus que ça. Mais de notre côté, tant aussi longtemps aussi que les dirigeants vont penser coût versus rentabilité et production et faisons de l'argent pendant que ça passe, ça, on le sait que ça ne marchera pas. Donc, si les gens veulent, si nos dirigeants pensent toujours de la même façon, ben, on ne débloquera pas sur autre chose. Mais je pense que peut-être qu'avec cette COVID-là, peut-être que je suis trop optimiste, mais j'ai l'impression que ça peut avoir fait changer au moins l'opinion publique, au moins les personnes qui ont vécu de près ou un peu de moins loin, de plus loin peut-être, la COVID. Et puis, tu sais, c'est toujours quand que ça ne nous touche pas, qu'on n'est pas touché directement ou indirectement par une situation, qu'on s'en fout un petit peu plus. Fait que là, si tu as dans ta famille des gens qui ont été atteintes ou des gens qui sont décédés, ça nous force à de prendre une décision, prendre une conscience de ce qui se passerait plus, puis peut-être prendre ça plus au sérieux aussi. Puis,
Je trouve qu'il y a autre chose justement dans cette... Ah, pardon, Claude. Non, c'est bon. Vas-y, Mais Mathie. c'est justement, je trouve que la responsabilité, on l'a vu avec la COVID, puis je vois aussi au niveau international, mais aussi bien que local, que la responsabilité est un peu pitchée sur les organismes communautaires, comme mais c'est pas notre rôle d'être là à 100% pour toutes les personnes. On est quand même censé avoir un système de santé et on doit faire le lien avec les ressources disponibles, mais je trouve que la pression est beaucoup sur les organismes communautaires qui nous l'ont montré pendant la COVID, sont vraiment résilients puis innovateurs, comme tout de suite les organismes communautaires se sont mis à faire de l'aide alimentaire, de la livraison de condoms et de matériel de réduction des méfaits à domicile. On a vu vraiment plein de choses, mais je trouve ça vraiment déplorable que ce soit dans ces endroits-là que la responsabilité tombe parce que on voit vraiment un vide au niveau du système de santé publique, puis c'est vraiment dommage, quoi. Même si Oui. vivent les organismes communautaires, mais à force d'être trop résilients, comme c'est difficile, quoi. Oui, Vas-y, Claude. j'avais beaucoup d'optimisme au début du premier confinement parce qu'on se rendait compte que l'activité humaine pouvait être faite différemment, puis avoir un bon effet sur l'environnement, avoir euh, une construction de solidarité sociale, si on veut. Les gens faisaient l'épicerie pour des gens en confinement, puis bon, j'en ai fait aussi. Mais là, on dirait que cet été, on retombe dans nos vieilles habitudes, puis le scepticisme a repris le dessus. Ça fait que mon espoir et mon optimisme du début de la COVID sur une nouvelle façon de faire et une nouvelle façon de penser est un petit peu modéré maintenant. Mais je demeure quand même optimiste. Puis c'est vrai que moi, depuis que je suis dans le communautaire, je le vois, on est sur le terrain à aider les gens, tandis qu'au niveau macro, c'est beaucoup moins évident là, qu'il y a une volonté, puis surtout avec le mouvement populiste, puis le virage à droite là, qu'on voit un petit peu partout dans le monde, c'est inquiétant. Je vais conclure sur ça, parce que je vais vous amener sur une autre question, mais je vais quand même dire quelques observations comme journaliste qu'on a vraiment fait dans le, dans le temps. On disait que le gouvernement se défaisait, se départissait de ses responsabilités en les pelletant dans la cour des organismes communautaires parce que ça coûtait moins cher et que ça allait, qu'on était supposément, on était pour être financé, qu'on était supposément ceux qui allaient répondre directement aux besoins des gens plus facilement à cause de la proximité. Moi, je veux dire, puis je le dis, puis peut-être que Chris me reprendra tantôt, mais je remarque que nos intervenants commencent à être épuisés de cette crise-là. Ils travaillent d'arrache-pied. Ils sont payés, ils ne sont pas mal payés, mais certainement pas autant que quelqu'un qui travaille dans le système de santé du gouvernement. Donc, ça coûte beaucoup moins cher à l'État de nous envoyer une subvention pour s'occuper des gens qui ont besoin d'aide au niveau du VIH. Alors, et notre monde, présentement avec la COVID, là, moi, je regarde notre monde aller, je les aime, je les adore. Ariane, Didier sont là. Je vois bien qu'ils sont épuisés. Moi-même, je suis épuisé, je le dis. Là. J'ai passé mes 3 dernières semaines à me traîner le pied. Là. Alors, et c'est quelque chose qui est vraiment choquant parce que moi, comme Claude, je voyais au début de la pandémie que nous allions peut-être, bon, on va apprendre à changer les choses. J'espérais qu'on fasse un jour un revenu universel garanti minimum. Je me disais, on a compris que ça devrait être ça. Puis là, tout le monde s'entendait pour donner 15 l'heure à leur employé. Ils disaient, on arrive à quelque chose. Et finalement, on est retourné dans les bonnes vieilles habitudes. Alors, je suis désolé d'être négatif. Je ne pense pas que les choses vont changer parce que dès que les gens vont avoir leur vaccin et qu'ils vont être capables de faire leur vie, ils vont continuer, ils vont reprendre la vie comme elle était avant. En tout cas, ça, c'est mon pessimisme, mon négativisme habituel. Si tu me permets, Denis Martin, si tu me permets, je pense qu'on revient au point que Gary a soulevé, que l'importance, donc oui, on va se faire pitcher des mandats, mais on assume des mandats aussi parce qu'on est très proche de nos communautés et on sait que qu'est-ce que ça prend pour mieux vivre.
pour les gens de nos communautés. Mais quand on pitch les mandats, on doit pitcher des ressources avec. Et donc, c'est ça que ça prend de plus de ressources. Et je vais juste me permettre de commenter quelque chose sur le Fonds mondial aussi, que plusieurs organismes membres de Coalition Plus ont été récipiendaires principaux des fonds du Fonds mondial dans leur pays. Et c'est quand l'argent va à la communauté qu'on réussit à faire des choses. Et donc, j'applaudisse les organismes qui ont pu faire ça, qui ont pu prendre le contrôle de cet argent de leur pays et qui font des miracles avec. Oui. Je voudrais juste... Oui. Oui. Excuse, je voudrais juste ajouter une petite affaire. Oui, vas-y, oui. Ah, excuse. On a eu une rencontre cette semaine avec la ministre. C'est pas pour péter de la boue, là, c'est pas ça. Là. Mais juste pour vous démontrer qu'est-ce que vous dites là. On fait partie avec la coalition canadienne sur les soins palliatifs depuis 30 ans à Société. Puis on avait une rencontre avec la ministre et puis on parlait qu'il faut avoir une meilleure souligner le passage des personnes dans les palliatifs et avoir un meilleur soutien pour les familles et tout ça. Fait que les bureaucrates nous sont revenus et ont dit « Ah, faites donc une campagne pour nous, puis on va la rehausser en le mettant sur nos médias sociaux. » Là, j'étais là, ben, l'argent vient de où, là? C'est qui va, tu sais? Ben, prenez une campagne que vous avez déjà faite. C'est ça qui s'attendent de nous autres. C'est ridicule. Parce que quand on regarde combien que le monde sont payés, on paye les pairs à travers le Canada 25 à 50 de l'heure dans les réductions des méfaits. Puis on n'est pas capable de payer notre personnel un montant. Ça ne soigne pas. Fait que c'était ça mon commentaire. Excusez-moi. Oui, parce que j'allais faire le commentaire qui est très québécois, mais il faudrait qu'à un moment donné que les bottines commencent à suivre les babines. Alors, si vous voulez qu'on fasse des choses, mettez de l'argent là-dedans, il est temps. On va continuer parce que la discussion, justement, on s'en va vers ça. On a touché un peu tout à l'heure à notre situation ici, à Montréal, au Québec, au Canada. Puis j'avais une phrase, j'avais écrite, le VIH n'affecte pas tout le monde de la même façon. C'est un peu comme la chanson dans le film Les uns et les autres. C'est que certains sont plus égaux que d'autres, écrivait George Orwell. Ça se traduit comment, ça, dans nos communautés vis-à-vis le VIH? On est là en train de dire, ah oui, on veut arriver à l'accord de Paris, puis en 2030, éradiquer le VIH, mais on est capable de faire ça, connaissant les problématiques qui sont tout autour de ça, puis je lance la balle à la première personne qui l'attrape. Je vais attraper la balle, mais je trouve que l'approche populationnelle qu'on a au Québec fait que je pense qu'on n'arrivera jamais à la totalité de nos objectifs. Parce que, comme l'a dit Joseph tantôt, il y a beaucoup de services dans le centre-ville. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gays, bi, arsa dans le centre-ville. Puis comme les autres populations, on en parle très peu. On parle très peu des femmes, on parle très peu des personnes qui utilisent des drogues. Alors, les personnes autochtones, j'en parle même pas parce que c'est comme invisibilisé à fond. Donc, moi, tant qu'on n'adressera pas des enjeux aussi intersectionnels comme les personnes trans également, je trouve que tous les messages, on n'atteint pas ces populations-là, les populations marginalisées. Et donc, ça fait en sorte qu'on ne va pas y arriver si on ne prend pas en compte toutes ces réalités-là. Oui, il y a le phénomène aussi, quand tu parles des femmes, que nous, on en sert, on offre des services à des femmes au niveau de maisons de placard, mais ce sont des personnes qui vivent
qui viennent pas à Maison Plein Cœur, en fait, qui sont beaucoup moins visibles parce qu'elles sont dans des milieux où il y a beaucoup de stigmatisation. Donc, les services à domicile, oui, mais les services en personne, il y en a très peu. Il y en a très peu qui se dévoilent aussi. Donc, il y a tout un... Moi, ça me fait penser au phénomène de dévoilement que personnellement, moi, j'ai trouvé très libérateur euh, et très valorisant, mais ce n'est pas tout le monde qui est dans cette position-là. Ça fait qu'on les connaît peut-être un petit peu moins, ces populations-là, parce qu'elles ne viennent pas à nous, puis elles vivent un petit peu plus en périphérie de... Puis, comment nous, dans le communautaire, on peut les atteindre, je n'ai pas les réponses, en fait. Écoute, à un certain moment, les femmes faisaient beaucoup de dévoilement au début. Et beaucoup de dévoilement parce qu'ils avaient beaucoup de pression des intervenants qui leur disaient que c'est bon de dévoiler parce que ça facilite la compliance, etc. Alors que moi, on a desservi à Gavi beaucoup de femmes. Il n'y avait pas nécessairement des programmes de compliance, d'adhésion, de fidélisation au traitement. Les femmes prenaient très bien leurs médicaments. Peut-être les raisons qu'on évoquait, ce n'étaient pas les bonnes raisons de dire aux femmes de se dévoiler. Moi, je connais beaucoup de femmes qui commençaient à se dévoiler parce que leurs enfants étaient bébés, c'était des bébés. Actuellement, ils ont des enfants adolescents. Donc, c'est pas le même dynamisme. Les gens, ils viennent beaucoup à Gabvi, mais je les connais, tous ces personnes-là, ils disent, moi, je ne peux plus faire de dévoilement parce que maintenant, mon fils, ma fille peut être victime de stigmatisation. Mais qu'est-ce qui est important pour nous, ce n'est pas que les gens à ce niveau-là se dévoilent. À tel point, à Gabvi, on les a accompagnés pour le dévoilement. On est arrivé à un concept qu'on a appelé faire le dévoilement utile, quand ça peut vous servir, quand c'est nécessaire, etc. Donc, et il y a aussi le schéma culturel aussi. Hein. Il faut l'admettre qu'il y a des choses culturelles, mais la raison du dévoilement, si on dit c'est pour que la personne puisse être bien traitée, je vous dis que ces femmes-là, majoritairement, suivent leur régime, beaucoup, leur régime de santé. Ils sont dans les hôpitaux, ils suivent leur traitement. Donc, notre inquiétude comme intervenant, c'était le fait de dire au départ, les gens ne se dévoilent pas parce qu'ils n'auront pas de traitement. Donc, c'est l'inverse, les gens fonctionnent très, très bien. C'est à nous, intervenants, maintenant, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Moi, si vous me permettez, je pense que je vis mon expérience du VIH avec tous les privilèges qui sont possibles. Donc, je suis un homme blanc, cis, éduqué, employé dans un emploi que je ne devais pas perdre. Donc, moi, j'ai toujours pensé que c'est mon devoir de sortir et d'être ouvert. Parce que je pense que c'est éventuellement, par le dévoilement, de ceux et celles qui peuvent avant, qui va faire la voie pour les autres. Et on va arriver à éliminer le VIH quand on est capable, tout le monde, d'en parler. Donc, et de ne pas souffrir des conséquences d'en parler. Donc, je pense qu'il est important, le dévoilement pour moi, c'est un acte politique, tout comme c'était de sortir du placard en tant comme gay. C'était important pour faire de la place pour les autres qui ont moins d'avantages. Donc, de commencer à changer le monde pour que les avantages tombent ou appartiennent à tout le monde et que tout le monde ait la même possibilité de s'affirmer et de vivre ouvertement. Et le développement utile dont je parle, je vais donner juste un exemple. Mes dossiers d'immigration, on fait le dévoilement utile. Voilà. Et ça marche. Donc, ça nuit personne. Donc, c'est en ce sens que je dis, il faut respecter le rythme des personnes. Et puis, bon, si c'est pour leur bien, des questions de santé, etc., rassurez-vous que ces personnes-là suivent leur régime. Ouais. Et puis, même dans la période où j'ai travaillé à Maison Plein Cœur, j'ai côtoyé je vois Roselaine dans la liste des
des participantes, puis elle aurait des histoires incroyables et effroyables à raconter sur le dévoilement. Oui, c'est le fun, puis moi aussi, comme disait Ken, ça a été libérateur, puis c'est un acte politique, puis c'est un acte de délivrance et de dire tout haut ce que plusieurs ne peuvent pas faire. Et puis, même au Québec, encore, au sujet de l'immigration, comme tu as dit, Joseph, c'est incroyable. Je veux dire, je me souviens d'un cas particulier où l'homme était venu au Québec en immigrant avant sa femme et sa femme avait eu quelque chose qui s'était passé avant son arrivée et elle est arrivée séropositive. Mais même son mari n'était pas au courant qu'elle était séropositive parce que c'était son mari qui parrainait l'immigration de sa femme. Donc, si elle l'avouait, elle disait à son mari, elle pouvait se faire dire, ben, retourne dans ton pays, je ne veux pas de femme séropositive. Donc, des histoires de même où tu te dis, ouais, mais on est encore au Québec, on est encore dans une société supposément ouverte et libre, mais il y a plusieurs situations dans lesquelles le dévoilement n'est pas possible. Oui, je pense que Mathie, j'ai vu la main levée. Oui, c'est ça. C'était aussi pour arriver un peu à refaire la boucle avec les personnes qu'on ne rejoint pas dans nos organismes, parce que je pense qu'on est quand même d'accord pour se rendre compte que le milieu du communautaire VIH au Québec est quand même assez blanc, assez homme cisgenre. Donc, je pense que c'est aussi parce que les personnes ne se sentent pas interpellées par les organismes, parce qu'il manque de la représentation aussi au sein même des organismes. Et je m'inclus aussi dans cette conversation, mais je trouve qu'on est à un moment où, en tant qu'organisme, il faut aussi qu'on ait comme réflexion de quelle est l'image qu'on projette. Puis, donc, c'est ça, d'avoir des réflexions autour du racisme systémique, notamment du colonialisme envers les personnes autochtones, l'inclusion de la diversité de genre dans nos organismes. Est-ce que mon organisme est safe pour ces personnes-là? Est-ce qu'elles se sentent interpellées pour ensuite, parce que si une personne voit dans les figures de l'organisme ou peu de diversité ou pas de gens qui lui ressemblent, comme je pense qu'il y a un lien de confiance qui n'est pas là, puis qui est important à avoir tout de même. Puis on a vraiment des enjeux à adresser au sein même des communautés, qu'elles soient VIH ou même dans les communautés queer et LGBT, qui sont quand même à adresser. Puis j'entends encore en 2020 qu'il y a des personnes trans qui ne se sentent pas à l'aise dans le milieu communautaire VIH, puis ça me dérange vraiment. Puis il faut que collectivement, on prenne aussi des réflexions sur se questionner nous-mêmes de comme... Mais si je peux interpeller, whatever the fucking word is. Non, non mais j'étais à un panel de Starbucks pour leurs employés, puis deux de leurs employés gays, séropositifs, parlaient de leur expérience, plus une femme trans de 5-19 à Toronto. Il y avait un homme gay de Toronto et un homme gay de Calgary. Puis, ils se rejoignent facilement avec les organismes communautaires à Toronto puis à Calgary. Puis, la femme trans est devenue une père, puis est devenue une employée de 5-19. Puis, elle est dans plusieurs recherches trans au Canada. Fait que je ne sais pas c'est quoi la barrière pour les personnes dans le communautaire au Québec, si c'est le cas encore. Parce qu'on avait de l'ouverture. Peut-être que ça serait le temps d'avoir une table ronde encore, mais c'est juste que ça existe. Comme les femmes, d'ailleurs, au Canada, se rencontrent et s'impliquent énormément dans les organismes communautaires. Fait qu'on voit, puis c'est ça ce qui m'accroche, moi, de voir les changements culturels sont vraiment là, du Québec versus le Canada. Mais c'était juste une expérience aujourd'hui qui était très intéressante de voir deux hommes qui sont en bas de 30 ans, nouvellement diagnostiqués depuis 1 an et demi, 2 ans, vivant avec le VIH et vivant encore avec la stigmatisation intériorisée et extériorisée. Je voulais juste dire ça.
En fait, Ken, tu as mis 2 points que je trouve intéressants. En fait, non, moi, je viens d'avoir un point, puis il y a Marie, quelqu'un qui est avec nous. Tu as parlé des choses très importantes et en fait, nous, c'est une réflexion dans mon autre organisme qu'on a fait pour notre prochain festival. C'est garde des enfants, heures de service. Il y a beaucoup de personnes qui sont exclues de nos services parce que nos heures ne conviennent pas. Si tu travailles tous les jours, si tu as des quarts de travail, si nous, Maison Plein Cœur, on se fait couper et on est ouvert 4 jours semaine. C'est bien le fun, là, mais puis c'est de 9 à 5, puis c'est assez difficile d'avoir plus que ça. Puis c'est pas, on n'a pas les moyens de faire plus que ça. Et, mais c'est vrai que cette réflexion-là doit avoir lieu. Nous, on l'a fait pendant notre réflexion stratégique. Ça fait partie des choses qu'on veut changer, de donner, d'être plus. Si tu me permets, je vais prendre le terme invitant. Quelqu'un qui ne se reconnaît pas chez nous n'a peut-être pas le goût de venir chez nous. Et c'est pas une histoire comme moi aussi, j'ai avec le mot anglais, Gary, tokenism, je ne suis pas là-dedans. Là. Mais j'aimerais ça, que les gens qui voient, qui sont reflétés chez nous. Je ne sais pas pourquoi, effectivement, dans la communauté francophone, on a ce problème-là. Les Anglais semblent avoir ça semble mieux fonctionner pour eux, puis j'aimerais ça trouver c'est quoi notre problème. Ouais, parce que excuse-moi, Mathie. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi le fait que quand on parle de VIH, qu'on offre des services VIH, on ne fait pas juste parler de VIH. On s'adresse, on fait de la sécurité alimentaire, on fait de la santé mentale, il y a un paquet de trucs qui englobent le fait d'offrir des services aux personnes vivant avec le VIH ou de la prévention. Et puis, je pense que le financement non plus n'est pas égal à ça. Je veux dire, pourquoi on ne reçoit pas d'argent pour justement soutenir des services de sécurité alimentaire? Pourquoi on ne reçoit pas d'argent pour maintenir à flot des programmes qui fonctionnent super bien, mais qu'on doit abandonner parce que le financement ne suit plus? Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait peut-être adresser à nos bailleurs de fonds. Ben, c'est déjà fait, j'en suis sûr, mais bon. Le répéter. Je vais vous amener sur un dernier point, tout le monde, parce qu'on va terminer dans 7-8 minutes, en fait, excuse-moi, dans 9 minutes, ou peut-être on va peut-être dépasser un petit peu, parce que j'aimerais ça donner la chance aux gens de nous poser des questions. Mais il y a un dernier point que je voudrais vous amener, parce que Mathieu t'a dit quelque chose, puis j'avais une réaction à ça. Quand tu as dit, c'est vrai qu'on ne rejoint pas, on est tous centrés dans le centre-ville, près des hommes gays, blancs, cisgenres, qui est tout à fait vrai, tu as raison. Mais en même temps, je souligne toujours que je pense que ça a changé en 2019. On était à 6 cas sur 10 ou 5 cas sur 10 maintenant de nouveaux diagnostics. C'est toujours encore des hommes. Puis je me dis, si on met tous les services là, puis ça avance toujours pas, on a un maudit problème. Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que, tu sais, on met beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'on en met, là, je le vois, là. Mais on n'arrive pas, on ne passe pas au travail. Il y a encore plein de nouveaux cas. Je pense qu'on est rendu, je pense que c'est 5 cas sur 10 maintenant. Je me rappelle bien des chiffres que j'ai vus. Ils ne sont pas publics, mais quand même. Je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. Là. Gary? Ben, c'est presque 6 sur 10. Presque 6 sur 10. Oui, c'est ça. Mais justement, moi, je trouve que ça en laisse quand même 4 sur 10. Oui, non, je suis d'accord. Oui. Mais si vous me permettez, je regarde en arrière quand j'étais chez ACCM et la régie régionale a dit « Mais pourquoi que vous êtes ici? » Donc, dans le village et non pas dans l'ouest de la VL. Et on a fait une petite analyse de d'où venait le monde qui fréquentait l'organisme. Et il venait de partout sur l'île de Montréal. Et il y en avait beaucoup qui ne voulaient pas un service VIH dans leur quartier parce qu'ils ne fréquenteraient pas à cause de la stigmatisation. Donc, ils préféraient se déplacer pour recevoir un service de façon plus anonyme. Je sais que ce n'est pas la même chose pour tout le monde et c'est certain qu'il y a une concentration des autres services de santé aussi au centre-ville qui doivent être partout dans l'ensemble des 6 et CIUS de l'île. On devrait pouvoir se faire dépister. Donc près de chez nous, mais parfois c'est un choix
donc en fonction du stigma, et je ne sais pas dans quelle mesure ça contribue au stigma aussi, mais Hmm. c'est ça. Donc, les gens se déplacent des fois. C'est ça qui est au centre-ville, c'est que je suis fâchée qu'il n'y en ait pas ailleurs. Puis, Ben oui. puis, puis s'il y en avait partout, mettons, ceux qui veulent se déplacer pourraient se déplacer, puis ceux qui peuvent pas et qui veulent avoir accès à des services près de chez eux pourraient le faire aussi. Là. Mais rêvons en grand des services partout, quoi. Accessibles à tous. Oui, oui, Mais ça devrait tout être à un fait. test comme n'importe quel autre test. Hein? Je veux dire, tu devrais être capable d'aller chez ton médecin, passer le test et que personne ne te juge. Ultimement, c'est ça qu'on devrait avoir. Et que tu sais que la personne qui ne veut pas prendre le métro pour se rendre au centre-ville parce qu'elle habite à Montréal-Nord, puis Dieu sait que c'est un maudit bout d'aller au centre-ville avec ça, bien au moins, tu sais, si on avait des services qui ont de l'allure dans ce coin-là, où les gens. Mais tu sais, les gens ont peur de se faire juger. Ça, on me l'a sorti beaucoup, Joseph. C'est quelque chose que tu voudrais adresser, toi? Le fait que les gens ont peut-être des difficultés à aller se faire dépister parce que dans certains quartiers, ils ont peur d'être stigmatisés si on les Et voit. il y a ça aussi, mais il y a l'inexistence de ces services dans certains quartiers et même les conditions pour se faire dépister. Nous, dans le communautaire, on sait que quand une personne dit « moi, je veux me faire dépister », c'est déjà important, c'est que la personne sent le besoin, tandis que pour le CLSC d'à côté, c'est autre chose. Il faut vérifier vraiment, est-ce que la personne est vraiment à risque, si on lui passe toute une grille, est-ce qu'il est suffisamment désorganisé pour être infecté, toutes ces choses-là. Non, non, c'est pas ça qu'on pense, parce que je pense que quand quelqu'un demande à être dépisté, c'est qu'il a une raison, euh, un intérêt raisonnable de le faire. Vous savez, donc c'est de ça que je parle. Donc, et il y a aussi toute la question adaptation culturelle des services aussi. C'est pas normal que dans certains quartiers où il y a énormément de personnes d'origine haïtienne, on n'en trouve pas beaucoup de personnes qui nous sont représentatives. Et puis, quand on parle de racisme systémique, c'est encore ça. Hier je lisais un rapport qui me disait sur les 309 juges à la Cour du Québec, il n'y en a que 3 de noirs. Donc, c'est 309 juges. Donc, c'est bourré d'exemples comme ça. Je pense que notre travail aussi doit être dans l'accompagnement de toute forme de racisme, de discrimination à l'égard des personnes. Je pense que la déclaration de plein cœur en entrant, ça tombe bien dans le sens que oui, c'est une des luttes à mener. Et là, on ne parle pas non plus des communautés autochtones. Ah non, Non. il faut. Il faut. Il faut en parler, oui, je sais, mais là, on ne souligne pas, je veux dire, quand ils refusent ou ils ne veulent pas aller dans des soins, à recevoir des soins de santé dans les centres urbains ou dans les hôpitaux parce qu'il n'y a personne qui leur parle, qui finissent par s'asseoir dans un coin par terre parce qu'ils ont besoin de se reposer. Mais personne ne va les voir, personne ne leur parle. Ah, c'est juste encore des Soulons, on va les laisser dégriser, puis c'est tout. Et c'est comme ça qu'ils se font recevoir. Donc, ils ne vont pas parce qu'ils savent que de toute façon, ils ne seront pas pris au sérieux, ils ne seront pas respectés dans leur culture, dans leur manière de s'exprimer. Et puis voilà. Donc, encore là, il y a encore moins d'Autochtones qui travaillent comme professionnels de la santé. Donc, il va falloir laisser la place. Je voyais je pense à un hôpital à Toronto, je ne me souviens plus lequel, mais ils ont aménagé justement une salle spécialement pour recevoir du smudging, de faire la fumigation, de pouvoir avoir une approche holistique autochtone pour permettre un peu une meilleure communication puis une meilleure entrée, là. Donc, le respect des cultures, Ouais. ça serait le Je voyais fun. d'ailleurs quand toute l'histoire de Joyce à Joliette est sortie, il parlait des recommandations du rapport Vien qui n'avaient pas été mises en application, mais
recommandation du rapport Vient était très colonisatrice. C'était, on va les consulter pour leur offrir des soins plus adaptés. Non. C'est pas ça qu'il faut. C'est que faut que ces communautés-là gèrent leurs services, puis qui fassent un hybride, s'il le faut, de la médecine traditionnelle, de la médecine plus établie, mais c'est eux qui doivent prendre les décisions. Puis c'est vrai de toutes les communautés, je pense. Il y avait un commentaire de Mathis, je vais le lire, Mathis, si ça ne te dérange pas. Les personnes autochtones ont des modèles, oups, je viens de le voir disparaître, excusez-moi, ont des modèles de soins très intéressants, puis ils pourraient nous en apprendre, tout à fait, tout à fait. Puis on l'a vu, si je peux me permettre, on l'a vu aussi pour la gestion de la COVID, toute la place des aînés dans les sociétés de certaines communautés autochtones sont vraiment très intéressantes et je pense que en tant que société occidentale et colonialiste, on pourrait en tout cas beaucoup en apprendre, puis on aurait sans doute mieux géré bien des affaires. Gary, quand je vois des mains, oui, ça va. Mes amis, c'est extraordinaire. On est arrivé à 19h45. C'était l'heure que Chris m'avait donnée pour terminer. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui voudraient interagir avec nous. On a encore un petit peu de temps pour prendre des questions. Je vais juste regarder dans la fenêtre ici. Marie avait une intervention intéressante dans le recrutement des gens pour soit les CA ou j'imagine le personnel, demander un CV, puis la lettre de motivation, tout ça. C'est très commercialo-normatif, je dirais, puis c'est vrai. Nous, on ne le demande pas, le CV, là. Puis moi, venant du secteur parapublic, ça avait été un petit peu un choc culturel, là, je dois dire, parce que j'étais habitué à fournir un CV. Mais je trouve ça j'ai trouvé ça très chouette parce que c'est basé plus sur ta motivation puis ce que tu veux offrir plutôt un vécu formel, là. Oui, il y a vraiment des enjeux au niveau du recrutement. C'est sûr que je trouve que les méthodes de recrutement actuelles nous coupent de beaucoup de personnes de nos communautés, mais aussi comme une fois que, si jamais on se rend jusque-là, mais une fois qu'on a recruté quelqu'un d'une minorité, quelle qu'elle soit, il faut s'assurer que ce soit encore une fois un safe space pour elle, puis un espace sécuritaire, puis que ce ne soit pas à cette personne-là comme waouh, super, c'est la personne non-binaire ou la personne racisée ou la personne autochtone. Puis c'est à elle ensuite d'éduquer tout le monde, puis de devoir gérer les micro-agressions au quotidien. Je trouve que c'est vraiment intéressant que ce soit et c'est pour ça qu'on parle de racisme systémique et de barrières structurelles, c'est qu'il faut changer les structures Parce que là, c'est ça, c'est comme waouh, 2020, on se réveille puis on va faire de la tokenisation. Mais non, il faut s'assurer que sur le long terme, on donne des structures qui soient viables puis inclusives pour ces personnes-là, puis surtout respectueuses. Là. Je lance ça là et je m'inclus dans ces conversations. On a vraiment tous nos biais puis tout ça, mais je trouve ça intéressant d'y penser quand même, même à l'intérieur de nos organismes. Tout à fait. Je vais donner la parole à Chris qui aurait un commentaire à faire. Es-tu capable de t'allumer ta caméra? Voilà. Oui, je suis là, je ne suis pas qu'un logo. Bonjour tout le monde. Je voulais juste, premièrement, je pense que ces conversations sont super stimulantes. Puis ça me nourrit honnêtement de vous entendre parler puis d'avoir des débats sur les enjeux qui nous affectent tous. Je pense que pour moi, c'est clair qu'on a tous collectivement comme milieu communautaire le savoir-faire de contrer, de surmonter les défis, les enjeux qu'on a identifiés ce soir, les nombreux défis qu'on a identifiés. Puis c'est pas le savoir-faire qui nous manque. Puis ça revient au commentaire, je pense que c'est Mathie que tu avais fait le commentaire concernant, c'est les ressources. C'est souvent, les gouvernements nous pitchent des mandats, nous demandent de faire telle affaire,
sans nous donner trop de ressources, pas vraiment suffisamment. Fait qu'on se débrouille parce qu'on est le milieu communautaire. On est bon à ça, à se débrouiller. Mais parfois, c'est peut-être pas le meilleur des messages à envoyer au gouvernement de pouvoir prendre des ressources limitées puis de faire des affaires extraordinaires, des miracles, honnêtement, ce qu'on fait souvent. Donc, c'est un peu comme en anglais, c'est catch-22, là. C'est comme on veut réaliser de quoi, on est capable, mais je pense qu'on doit être solidaire dans nos revendications par rapport aux ressources. Parce que c'est clair que non seulement Maison Plein Cœur, mais chacun des organismes communautaires qui travaillent dans le milieu, si on avait les ressources adéquates pour faire réellement ce qu'on avait besoin de faire, pour accomplir pleinement nos missions, je pense qu'on sait clairement ce qu'on ferait. C'est clair, ce qu'on avait nommé, par exemple, comment qu'on rejoint les gens qui sont peut-être plus éloignés des régions centrales sur l'île, même sur l'île de Montréal. Ben, c'est clair que si on avait les ressources, peut-être on y ouvrirait 1 ou 2 petits bureaux satellites pour pouvoir rejoindre les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne choisissent pas de venir ici. On pourrait offrir des plages horaires plus variées pour rejoindre des gens le soir, les fins de semaine. Mais la réalité, c'est qu'avec nos ressources limitées, avec une équipe, on est quoi? On est une équipe de 10 employés, je pense, en ce moment à Maison Plein Cœur. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec les ressources qu'on a. Puis je ne peux pas demander à mon équipe de travailler le jour, les soirs, les fins de semaine. Mais si j'avais suffisamment de ressources pour embaucher ces équipes-là, je le ferais, c'est clair. Parce que je sais qu'il y a du monde qui travaille le jour, mais ça revient souvent à des choix d'utilisation de ressources limitées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir, entre guillemets, le plus de punch avec nos ressources? On fait des choix en conséquence. Puis on sait, moi je le sais que j'exclus du monde. Je ne rejoins pas telle communauté parce qu'on a des ressources limitées. Fait que ça vient avec des choix difficiles. Puis je trouve que c'est vraiment plate que le milieu communautaire, c'est comme si on a accepté qu'on doit prendre ce genre de décisions difficiles pour un peu mettre en compétition, on va prioriser tel groupe ou tel enjeu versus d'autres et ne pas pouvoir faire l'ensemble de ce qu'on sait déjà, qu'est-ce qu'on doit faire. Fait que ça, c'était mon commentaire un peu. Je trouve aussi que, comme j'ai dit, ces discussions sont tellement stimulantes, on est tellement chanceux. Puis la raison que, au début, j'avais interpellé Dominique Martin, regarde, Gary est là, Ken est là. On a des leaders communautaires, puis je regarde aussi des gens qui sont juste spectateurs. Là. Il y a des gens qui s'impliquent soit comme employés, comme bénévoles, ils sont très actifs dans notre milieu. Puis on a tous le savoir-faire. Puis je pense, je nous encourage de continuer ces conversations parce que pour moi, ça me stimule. Puis je pense que parfois, ça nous manque parce que moi, je le sais, je suis le premier à l'admettre. Parfois, je suis tellement dans ma bulle pour gérer l'organisme que je n'ai pas le temps de faire ce genre de réflexion plus large. Vers où on s'en va? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'ajuster? Qui tombe entre les cracks? On ne réfléchit pas suffisamment à ça en tant que milieu communautaire. Puis ça, c'est à nous de trouver les temps, les moments, puis pas juste une fois par année, pas juste le 1er décembre, de vraiment prendre le temps de réfléchir là-dessus et de porter des changements et de vraiment pousser pour avoir les ressources adéquates pour accomplir nos missions. C'était mon commentaire. Je renchérirais, si je peux prendre 2 secondes. Ça va être ton mot de la fin, Claude. Je vous donne dans chacun mot de la fin, ça va être le tien. OK, ça va être le mien. Moi, je pense que comme bénévole, dans certaines activités que je fais comme bénévole, je vois beaucoup de recoupements dans les services offerts par les organismes communautaires. Puis je sais que quelqu'un que j'accompagne en voiture reçoit un autre service de Casam, puis c'est un petit peu tout partout. Est-ce qu'il y aurait moyen de coordonner un petit peu plus entre nous?
ce serait, on en parlait, nous, dans notre plan stratégique, là, puis je ne sais pas comment on va rendre ça opérationnel au cours des 5 prochaines années, mais ça serait un souhait que, comme nos ressources sont limitées, j'aimerais qu'on les utilise au maximum. Voilà. Je vais passer la parole à Ken pour un petit mot de la fin. Bon, je vous annonce que nous sommes au point de lancer un exercice de réflexion pour arriver à la fin du VIH-Sida. Donc, qu'est-ce que ça prend? Et donc, je vous appelle donc, on va consulter certainement les organismes. On vous encourage de consulter à l'interne, mais on trouve des façons aussi de consulter les personnes vivant avec le VIH et les personnes des populations qui sont les cibles de nos interventions en prévention, parce que je pense que ça prend nous tous ensemble pour réfléchir ça. Mais gardez en tête ce qu'on a nommé ce soir. Donc, gardez en tête qu'il y a des personnes qui ne sont pas rejointes. Comment qu'on va les trouver? Parce qu'on va arriver à la fin de notre pandémie en répondant aux besoins de tout le monde. Et en nous orientant vers cette fin, fin de pandémie. Donc, je vous encourage à participer. Ça va être bientôt qu'on lance le processus. Mathie, Yes, petit mot de la merci. fin. Déjà, merci de m'avoir invité ce soir. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être panéliste avec vous et aux côtés de leaders communautaires, comme vous avez dit. Très inspirant. Je pense que c'est ça, comme mot de la fin, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu comme dit Ken, à qui est-ce qu'on ne rejoint pas, puis qui est-ce qui n'est pas autour de la table. Puis aussi à faire confiance aux communautés dans le sens où il faut faire attention, je trouve aussi dans le milieu communautaire, à pas se substituer aux communautés, même en tant qu'organisme communautaire. On dirait que les personnes concernées sont vraiment toujours les personnes les mieux placées pour discuter des enjeux et vivre la paix et danse pour ça justement. Et je rêve d'un monde où l'expérience vécue vaut autant que l'expérience de travail universitaire, où les pairs aidants sont aussi bien payés que les autres employés, puis surtout que les personnes qui sont concernées par les enjeux quels qu'ils soient et du pouvoir décisionnel. Donc, ça serait mon mot de la fin, mon rêve pour le monde. Joseph? Bon, moi, je pense que premièrement, je commence par remercier la Maison Plein Cœur de m'avoir invité. C'est une très belle expérience et très enrichissant. Je pense que c'est des pratiques qu'il faut renouveler, qu'il faut faire ça le plus souvent, non seulement en panel, mais personnel aussi, en deux groupes, par exemple, un organisme et un autre, Gavi et un autre, etc. Je pense que c'est ça qui manque, le coup de fil d'un collègue. Il manque d'un autre directeur qui appelle. Et dans le temps, Gary et moi, on faisait ça très, très souvent, hein, Gary. On faisait ça très, très souvent. J'avais des liens très serrés avec Gary. Et donc, je pense que de ce côté-là, il va falloir renouer des liens. Je pense que c'est important et au niveau de tous les organismes. Voilà, c'est une très, très belle expérience. Et puis, on va continuer à travailler ensemble. Bien, merci. Écoute, Sylvain, petit mot de la fin? Oui, ben écoutez, merci. Oui, j'ai bien apprécié ce petit échange. Je déplore encore que on fait souvent ces échanges-là entre nous. Hein? On parle entre nous, on parle d'inclure des populations qu'on ne rejoint pas, mais on continue de parler entre nous. Donc, élargir, s'imposer peut-être un peu plus sur ce qu'on n'est pas à l'aise ou nous déstabiliser un peu pour remettre un peu de l'huile dans les coudes, je ne sais pas trop, mais c'est super le fun parce qu'on s'entend tous ou on échange, puis ça coule bien, puis on se connaît, puis
mais l'information ne sort pas de notre bulle de confort. Fait que faudrait inviter ou se mettre en danger une fois de temps en temps pour aller dans d'autres panels. Voilà. Tout à fait. Merci. Oui, Gary. Je voudrais juste vous remercier parce que moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de ne pas faire, c'est d'appeler le monde depuis la COVID est sortie, parce que tout le monde était en télétravail. Fait que rejoindre le monde, déjà quand les directeurs généraux, je voyais que c'était comme on doit survivre, puis on doit trouver des nouvelles manières. Fait que c'était pas le temps d'ajouter de l'huile sur le feu. Mais on devrait avoir une place pour parler. Puis si jamais c'est quelque chose qu'on veut continuer informellement ou formellement, je suis tout oui pour le faire parce que vraiment, c'est très intéressant. Vous m'avez stimulé d'une manière que je n'ai pas été stimulé depuis longtemps. Je vous en remercie. Mais l'autre affaire, c'est quand vous avez des choses comme ça pour sortir de vos terres battues déjà, incluez-nous et la COQ dans les envois que vous voulez pour faire des invitations. On va les partager dans nos réseaux sociaux. On a quand même des milliers de personnes sur nos réseaux sociaux. Puis, ça va nous faire plaisir si vous faites l'introduction, la mise en page et tout ça. On va le sharer, comme on dit en bon français. Et puis, ça va nous faire plaisir de le faire. Puis, je pense que c'est ça qui manque un peu au rodage de l'information. Puis, on voit beaucoup d'implications augmenter avec les partages qu'on fait. Fait que interpeller qu'en est nous, René aussi, parce que c'est vraiment intéressant. Et la formule, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça fait depuis le début qu'il n'y a personne qui est parti de la session. Très intéressant. C'est un besoin. Merci beaucoup, Maison Plein Cœur, puis à tout le monde. Joseph, toute la gang, vous me manquez. Comme ça, oui, regarde comme ça, puis comme ça aussi. Mais moi, je vous remercie tout le monde. C'était vraiment le fun. J'ai pas eu trop de travail à faire. Vous étiez capable de. Écoute, j'avais l'impression que j'allais juste mettre le 25 cents dans ma machine, puis ça partait tout seul. Parfait, j'adore ça. C'est vraiment une solution, une situation de rêve d'animer ce genre de discussion. Puis je trouve que ça fait du bien. Même si nous n'avions pas les personnes qu'on aurait voulu avoir, je dois vous dire que c'est toujours plus difficile d'inviter des gens sur ce genre de discussion publique. Il y en a pas moins que on a quand même pu soulever des choses. Et puis, peut-être que l'an prochain, nous aurons des personnes qu'on rejoint moins qui viendront se joindre à nous, à ce panel. On va continuer de faire ça, c'est certain. Puis, je vais laisser le mot de la fin au complet à Chris Lowe, notre directeur général. Je ne répéterai pas les choses qui ont été dites, là, mais je veux vous remercier tous et toutes aussi de votre participation, les gens sur le panel, même à la dernière minute qui s'est joint au panel. Merci énormément. Comme j'ai dit, ça m'a vraiment stimulé aussi, autant que Gary, peut-être moins que Gary, je ne sais pas. Mais moi, ce que je proposerais, c'est qu'on n'attende pas à l'année prochaine de continuer ce genre de discussion. Moi, là, j'ai mon boss qui est comme là, à côté de moi, là, Claude, qui est le président du CA. Moi, je serais prêt en tant que Maison Plein Cœur. Puis, il y a la COQ, il y a le portail qui est ici avec nous, puis on est capable de se mobiliser pour organiser ce genre de discussion-là régulièrement. On a besoin de ça, puis je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Sylvain, tantôt. Il faut qu'on ne soit pas, qu'on n'ait pas peur, puis ça inclut Maison Plein Cœur, de brasser la cage, notre cage à nous. Pourquoi pas inviter des représentantes des communautés trans, des représentantes des communautés des Premières Nations pour nous dire ce qu'ils ont à nous dire, pour qu'on puisse changer. On sait que c'est ça souvent qui crée le changement de l'interne. Alors, on ne doit pas avoir peur de ça. On devrait l'inviter. Alors, moi, je suis tout à fait prêt à travailler avec qui que ce soit pour organiser d'autres occasions comme ça pour dialoguer ensemble. Puis je sais qu'il y a du monde, puis je suis content aussi que tout le monde qui a participé comme spectateur, même si vous n'avez pas participé, plusieurs d'entre eux ont participé avec des commentaires, mais moi, je veux vous entendre. Je sais que vous avez de quoi à contribuer, plusieurs d'entre vous. Alors, je pense que c'est ça qui va créer le changement, surtout pour nos organismes communautaires.
parce que sinon, ben, malheureusement, les choses vont continuer, puis rien ne va changer. Puis c'est le temps, là. C'est comme 2020, là, ça suffit, là. Il faut qu'on règle les choses qu'on se dit entre nous, qui sont problématiques depuis des années, des années. Il faut voir des décennies parfois, là. Et quand ça va arrêter? Est-ce que ça va arrêter avec nous? On l'espère. On pourrait faire notre contribution à ça. Je veux rapidement remercier la TOMS aussi. C'est eux qui nous ont prêté leur compte Zoom. C'est pour ça que j'avais le logo de la TOMS sur mon profil. C'est leur compte qui nous a permis de faire l'enregistrement pour respecter la confidentialité des participants et participantes qui sont avec nous aujourd'hui. Évidemment, je veux remercier Denis Martin comme animateur. Tu es super talentueux et c'est vraiment dans tes cordes de faire ce genre de choses-là. Fait que merci beaucoup. Je veux rapidement remercier le comité du 1er décembre de Maison Plein Cœur, qui était essentiellement Ariane, Didier et moi. Et sachez que, ben, en temps habituel, comme plusieurs d'entre vous le savez, on aurait organisé une soirée de porte ouverte à nos locaux, faire un rassemblement communautaire qui est tellement essentiel pour nous de se rassembler en personne et de se rappeler qu'on est une communauté, mais on est plusieurs communautés qui sont regroupées ensemble avec une mission commune. Alors, cette année, évidemment, ce n'était pas possible. Alors, autre que ce panel, mais cet après-midi, on a quand même animé, Didier et Ariane ont animé des groupes de discussion qui étaient vraiment exclusifs aux personnes vivant avec le VIH. Fait que c'était important pour nous d'organiser quelque chose de plus public en reconnaissance de la journée internationale du VIH-Sida. Je trouve, c'est quand même, mon opinion, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens du grand public qui se joignent à nous. Puis il y a un désintérêt. On le sait, on en parle, puis on sait que c'est un enjeu, puis c'en est un exemple aujourd'hui. Et on se doit de réfléchir. Ben, je suis convaincu que si on interpelle nos communautés, ils vont comprendre que c'est des enjeux qui sont réels pour eux, qui les affectent et qui affectent des gens de leur communauté. Alors, c'est à nous de voir comment diffuser notre message qu'on a, comment diffuser nos réflexions pour qu'on puisse créer ce changement. Parce qu'on ne pourrait pas le faire entre nous uniquement. Comme tu as dit, Sylvain, on a parfois tendance de parler entre nous, avec les gens qui sont déjà convaincus. Alors, mais là, si on veut vraiment créer le changement, il faut parler à des gens qui ne sont pas dans la salle avec nous ce soir. Alors, c'est une des raisons qu'on a voulu vraiment enregistrer la session pour le diffuser le plus possible pour que d'autres personnes puissent l'écouter à leur convenance. Alors, sur ça, ben, merci encore. J'espère que vous allez garder en toute sécurité en ces temps de pandémie et qu'on essaie de rester le plus solidaires l'un et l'une ensemble avec l'autre. Alors, merci encore. Merci. Merci tout le monde. Prenez soin de vous. Merci. Prenez soin de vous. À Et ceux qui ont bientôt. du temps demain à midi, Merci. demain, Mathieu et moi, nous sommes sur un panel qui est Fierté au Travail Canada. On va parler justement des enjeux du VIH, plus en relation avec le monde du travail, mais quand même. Alors, on a des choses intéressantes à raconter demain. Alors, c'est On va gratuit. aller encore checker des cages. C'est gratuit. En fait, j'ai mis le Vas-y, lien. Mathieu. J'ai mis le lien sur la page de Maison Plein Cœur. Je pense que tu as OK. fait la même chose sur le portail, hein, Mathieu? Oui. Parfait. OK. Alors, à tout le monde, bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Nous, on va aller écouter un beau concert pour la Maison du Parc. C'est commencé. Oui, c'est ça. Merci à tous. OK, au revoir. Merci, salut, Bye. bye-bye.